Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur ce qu'on appelle la formule de Bayes. Et vous ne saurez qu'à la fin ce que c'est que la formule de Bayes. Pour l'instant, on va s'attaquer à un petit problème qui est le suivant. Donc on imagine, c'est un peu dans l'air du temps, qu'un test sanguin permet de détecter un virus. Ce test est assez bon en ce sens qu'un individu infecté a une probabilité élevée d'être détecté par ce test. Alors je vais introduire 4 événements. M, la personne est malade. S, la personne est saine. POS, ici, ça veut dire que le test était positif. Et neg, le test est négatif. Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait passer le test à une population importante dont on sait qu'elle est malade. Voilà. Vous ne considérez que des personnes qui sont malades. Vous voyez, d'après leurs symptômes, ils sont tous malades. Ils ont tous la maladie. Et on fait passer le test. Et on essaye de voir si le test qu'on fait passer est efficace. Et on se place dans la situation où on trouve que le test est positif dans 95% des cas. Bah oui, en médecine, ça arrive. Il est tout à fait possible de faire passer un test à des gens malades et on ne détecte pas qu'ils sont malades. Alors ça s'appelle la sensibilité du test. Et si on traduit ça en termes de probabilité, si on associe les probabilités aux fréquences, eh bien, dans 95% des cas, vous vous placez dans une population de gens qui sont malades et vous en avez 95% qui sont positifs. Donc en fait, c'est la probabilité qu'une personne ait un test positif, sachant qu'elle est malade. Voilà. Alors, il se passe autre chose aussi, c'est que, comme dans tous les tests médicaux, il peut y avoir des erreurs qui sont de deux types. Il y a les faux négatifs et les faux positifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un faux négatif, ça veut dire le test est négatif, mais en réalité, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes quand même malade. Donc, ça veut dire que ça, les faux négatifs, c'est la probabilité d'avoir un test négatif, sachant que vous êtes malade. Et un faux positif, c'est la probabilité d'avoir un test positif, mais cette fois-ci, sachant que vous êtes sain. Voilà, vous n'êtes pas vraiment positif, vous êtes détecté positif alors que vous ne l'êtes pas dans la réalité. Voilà. Alors, si on résume tout ça dans un arbre, et je vais vous expliquer après quel est le problème qu'on va se poser, qui va se poser à nous. Donc, on a la sensibilité du test, les faux négatifs, les faux positifs, et ce que ça signifie. Alors, où est-ce qu'on peut placer les informations dont on dispose dans un arbre ? En gros, les 0,95, où est-ce qu'on les met ? Eh bien ça, c'est la probabilité conditionnelle d'être positif sachant qu'on est malade. Donc en fait, c'est ici. Et puis, alors, on peut en trouver un autre, parce que si on a 0,95, ici on a 0,05. Et ça, c'est la probabilité d'avoir un test négatif sachant qu'on est malade. Donc c'est les faux négatifs. Alors les faux positifs, la probabilité, elle est là. Bon, on ne la connaît pas encore. Alors pour estimer cette probabilité, des faux positifs, on pourrait mener une étude statistique, vous vous placez sur une population dont on pense qu'elle n'est pas contaminée, et puis voilà, on regarderait. Alors idéalement, on désire que les probabilités des faux négatifs et des faux positifs soient aussi petites que possible, évidemment, pour que le test soit performant. Bien. Alors, voilà le problème qui s'est posé. À la fin des années 80, lors de l'épidémie du sida, lorsqu'elle a été identifiée, il a été suggéré d'ajouter le test sanguin aux examens médicaux prénuptiaux américains. Donc avant que les gens ne se marient, leur faire passer un test pour savoir s'ils sont de sida ou pas. Cette obligation aurait ainsi permis de ralentir la propagation de la maladie, mais de nombreux experts ont cependant répondu qu'il s'agissait d'un gaspillage de temps et d'argent qu'il aurait mieux fallu utiliser ailleurs. Et le test sanguin du sida n'y est donc pas devenu obligatoire pour les futurs époux, et c'est toujours le cas. Et la question est, est-ce une erreur ? Est-ce une erreur de ne pas vouloir détecter tout le monde ? En tout cas, de faire passer des tests à tout le monde. Bien. Alors, pour répondre à cette question, il faut qu'on se demande ce que l'on cherche à évaluer.
Et ce que l'on cherche à évaluer, c'est la proportion de personnes qui sont réellement malades lorsque vous avez un test positif. C'est-à-dire que vous faites passer des tests, vous avez des tests qui vont revenir négatifs, des tests qui vont revenir positifs, et vous vous dites, mais parmi tous les tests qui sont positifs, voilà, lesquels représentent des gens qui sont vraiment malades. Et ça, c'est la probabilité d'être malade, sachant qu'on a un test qui est positif. Alors, en fait, comment est-ce que ça se représente, tout ça? Ça, c'est l'arbre de tout à l'heure. Ici, ça, c'est la sensibilité du test. Là, ce sont les faux négatifs. Là, ce sont les faux positifs, on ne connaît pas encore. Mais nous, la probabilité qu'on cherche à calculer, la probabilité d'être malade sachant qu'on est positif, c'est la probabilité qui se situe ici, mais dans un autre arbre. Vous voyez que tout a été inversé. Les M et S ici sont passés à la fin, et les positifs négatifs sont passés au début. C'est pas du tout le même conditionnement. Là, les probabilités sur les deuxièmes branches, c'est sachant M et sachant S, alors qu'ici, c'est sachant que c'est positif ou sachant que c'est négatif. Et la probabilité, elle est ici. Bon. Et la question est, mais est-ce qu'on va pouvoir trouver cette probabilité ici, grâce à l'arbre qui est là? Alors, on va avancer un petit peu. Vous voyez là, c'est la probabilité qu'on cherche. Alors, voilà, j'ai remis les arbres en haut. Et nous allons formuler deux hypothèses. Alors, pour une maladie hypothétique, on ne va pas prendre le sida, mais voilà, pour une maladie hypothétique. La première, c'est qu'on dispose d'un test tel que les probabilités de faux négatifs et de faux positifs sont toutes les deux estimées à 0,05%, à 0,05, pardon. Et on a une bonne idée dont la population est atteinte par la maladie. On va supposer que 0,3% des gens sont atteints de la maladie. Alors, comment replacer ces informations dans l'un ou l'autre des arbres? Bien, les faux négatifs et les faux positifs, on a dit que c'était ici. Donc, si c'est 0,05 pour les deux, voilà, on se retrouve à compléter l'arbre qui est là. Alors ici, vous voyez, on pourrait mettre 0,95, mais en fait, ça ne va jamais nous servir dans la suite du problème, donc je vais le laisser blanc. Mais on pourrait tout à fait le compléter. Et si 0,03% de la population est atteinte par la maladie, ça veut dire qu'on peut estimer P de M. Et P de M, c'est ici, en fait. Donc le 0,03%, si je le rebalance en nombre décimal, ça fait 0,003. Et par conséquent, il y a encore quelque chose qu'on peut compléter, c'est P de S, parce que si vous avez 0,3% de chance d'être malade, vous avez 99,7% de chance de ne pas être malade. Voilà. Et la question est, mais comment, avec les informations qui sont à gauche, là, peut-on trouver la probabilité de M, sachant qu'on est positif? Bien, avançons. Ce qu'on sait, nous, c'est que P de M inter positif, c'est pareil que P de positif inter M. Parce que inter, ça signifie et, donc voilà, ces deux événements ici sont en fait les mêmes. Mais comment calcule-t-on P de M inter positif? Ah bah, c'est la probabilité de ce chemin-là, que l'on obtient en multipliant les deux qui sont là. Ce nombre-là par ce nombre-là. Et l'autre, c'est la probabilité du chemin qui est ici, dans le deuxième arbre. Donc c'est la probabilité qui est sur cette branche, multipliée par la probabilité qui est sur cette deuxième branche, exactement celle que l'on cherche. Ça s'écrit donc comme ça. Ça, la probabilité de la branche qui est là, et ça, la probabilité de la branche qui est ici. Et donc, si je réussissais à trouver la probabilité d'avoir un test positif, c'est-à-dire la probabilité qui est sur cette branche, il suffirait que je divise cette quantité par celle-ci pour trouver ce que je cherche en rouge. Donc voilà, j'ai P de M sachant que c'est positif. La probabilité d'être malade sachant que c'est positif, c'est 0,003 fois 0,95 divisé par la probabilité que le test soit positif. Et donc toute l'astuce va être de réussir à comprendre comment je pourrais trouver la probabilité que le test soit positif. Mais ça, vous le savez depuis la dernière vidéo. Parce que c'est la formule des probabilités totales. Alors, ben oui, parce que la probabilité d'être positif, d'avoir un test positif, je peux l'obtenir. C'est la somme de toutes les probabilités des branches qui mènent à positif. Donc c'est 0,003 fois 0,95 plus 0,997 fois 0,05. Voilà. Et par conséquent,
Alors, ce calcul-là, je peux le remplacer ici. Et maintenant, la probabilité que je cherche, ben, je peux tout à fait la calculer. Voilà, j'effectue le calcul qu'il y a ici. Et je trouve 0,05. Alors maintenant, c'est peut-être le moment de faire pause sur la vidéo, de revenir un peu en arrière et de réécouter ce qu'on vient de faire durant les quelques minutes pour bien comprendre ce qui s'est passé. Alors maintenant, on va pouvoir analyser ce résultat. 0,05. C'est faible quand même, non? Alors j'ai réécrit le calcul ici. Donc ça, c'est la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif. C'est-à-dire que parmi tous les tests positifs, seuls 5% vont être malades, réellement malades. Ce que j'ai écrit ici, nous en déduisons que seulement 5% des tests positifs indiquent effectivement une personne malade. Autrement dit, 95% des individus dont le test est positif sont à tort annoncés malades. Alors là, c'est quand même la grosse surprise. Bien. Alors, si on revient à l'épidémie de sida à la fin des années 80 aux États-Unis, donc il y a eu en France aussi, hein, mais ici on étudie aux États-Unis, la fréquence estimée de personnes atteintes du sida était de 0,006. 0,6% de la population, avec des probabilités de faux négatifs et de faux positifs qui étaient faibles, qui étaient inférieures à 10%. Bien. Alors, ici, comme la population des gens qui se marient sont a priori des gens qui ne sont pas à risque, on peut estimer que la population des gens qui se marient est atteinte à peu près de la même manière que la population globale. Donc on peut estimer que ici, P2M, ce sera aussi 0,006. Ce qui modifie la probabilité qui est ici, on passe à 99,4%. On peut donc refaire le calcul, en modifiant les 3 par les 6, et ici le 7 par un 4. Hop, et on est à 0,10. Donc, voilà, on se retrouve avec 10% des gens qui... Enfin, parmi tous les gens qui avaient un test positif, seulement 10% étaient réellement malades. Alors, cet argument, hein, ça nous indique que la plupart des tests positifs dans les examens prénuptiaux seraient erronés. Et le faible nombre de véritables cas de sida que le test permettrait de révéler dans cette population à faible risque, ben, ça ne justifierait pas l'énorme dépense de moyens, hein, et surtout aussi, ni tous les troubles psychologiques des personnes saines qui seraient victimes d'une erreur de détection. Imaginez votre tête, a priori, voilà, il ne s'est rien passé pour vous, et on vous annonce un test positif, alors qu'en fait, ça n'est pas le cas, quoi. Bien, donc conformément à ces conclusions, il serait sûrement judicieux de dépenser en fait tout l'argent qui serait alloué à ces tests-là à une autre population. Alors on va expliquer pourquoi en fait ça sert à rien a priori de détecter les gens qui se marient comme ça, des personnes qui sont peu à risque, et on va s'intéresser à une population qui serait plus à risque et on va refaire le même calcul. Alors qu'est-ce que c'était, par exemple, qu'une population à risque? Eh bien, c'était, par exemple, tous les gens qui étaient, qui se droguaient, et notamment, qui se piquaient, par exemple, à l'héroïne, parce qu'il y avait des cas de transmission beaucoup plus élevés par piqûre avec échange de seringues, etc. Et donc là, on va se placer sur une autre population, donc sur une population à risque, où on estime que, cette fois-ci, on n'est pas à 0,06% des gens... 0,6% des gens qui sont malades, mais qu'on est à 10% des gens qui sont atteints du virus, et non plus 0,6%. Et les faux positifs et les faux négatifs, hein, ici, c'est à nouveau, on dit que c'est 5%. Voilà. Donc ça signifie que là, on n'est plus à 0,06, mais qu'on est à 0,10. Et si on est à 0,10, et qu'on refait le calcul, on tombe à 0,68. Et donc ça, 0,68, c'est la probabilité qu'une personne dont le test est positif soit réellement atteinte. Et du coup, en faisant des tests sur une population qui est plus à risque, les erreurs pour les tests positifs passent de 90% à
seulement 32%. Voilà, donc en conclusion, la décision de ne pas prescrire automatiquement le test sanguin aux futurs époux s'est avérée extrêmement judicieuse. Et c'est un bon exemple de l'utilité des mathématiques, en particulier des probabilités pour révéler les inconvénients de ce qui semblait au premier abord être une idée raisonnable. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait adapter ce type de raisonnement à ce qui se passe actuellement avec le Covid ? Peut-être, il faudrait faire les calculs, il faudrait avoir des informations sur quelle est la proportion ici qu'on estime de gens être malades, etc. Et est-ce que, en faisant ces calculs, on pourrait peut-être deviner si c'est pertinent de faire passer des tests à tout le monde ou pas à tout le monde, ou ce serait plus pertinent de les faire passer à une certaine population et pas à d'autres, celles qui seraient plus à risque, plus exposées, etc. Voilà. Alors je vous encourage à regarder la vidéo à nouveau pour bien comprendre tout ce qui s'est joué, parce que avec les histoires de sachant, etc., d'un moment, si ça va trop vite, on ne sait plus trop ce qu'on calcule. Moi j'aimerais bien faire un petit bilan avec vous pour savoir ce qu'on va écrire dans le cours. Alors voilà, ici en fait on a étudié deux types d'arbres, où le premier était conditionné par A, c'était des probabilités ici sachant A et sachant A bar, et dans le deuxième, on a des probabilités qui sont conditionnées par B, sachant B bar, pour toutes les probabilités qui sont ici. Et alors, quand on n'a aucune information dans l'arbre de droite, mais qu'on a plein d'informations dans l'arbre de gauche, ici, là, quand on connaît toutes les probabilités des chemins qui mènent à B, avec la formule des probabilités totales, on peut calculer P de B. En calculant P de A fois P de B sachant A, plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Et si on calcule P de B, on connaît la probabilité qui est ici. Et ensuite, il suffit de dire, l'événement A inter B et l'événement B inter A, c'est le même événement. Donc la probabilité de A inter B et de B inter A, elles sont égales, ces probabilités-là. Or, P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A, le produit des deux qui sont là. Et l'autre, c'est le produit de P de B par P de ici, A sachant B. Et par conséquent, si je veux trouver P de A sachant B, j'ai qu'à multiplier les deux qui sont là et diviser par celle-ci. Donc ça s'écrit P de A sachant B. Donc la probabilité qui est ici, c'est P de A fois P de B sachant A, divisé par P de B. Or, P de B, je l'ai calculé au-dessus, donc je peux remplacer. Et j'en déduis une formule ici, qui s'appelle la formule de Bayes. C'est un mathématicien. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, en fait, c'est que on peut trouver une probabilité qui est conditionnée par B, P de A sachant B, uniquement par des probabilités qui donc sont conditionnées par A. Ici, on n'a que du sachant A et sachant A bar. Alors, sachant A et sachant A bar, évidemment. Autrement dit, on peut trouver des informations dans l'arbre de droite uniquement en connaissant des informations dans l'arbre de gauche. Alors, cette formule, si ça vous chante, vous pouvez la prendre. Sinon, moi, c'est ce que je fais en général. J'écris deux arbres et je complète tous mes arbres par les informations qui me sont données dans le problème qui m'est posé. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux calculer? Donc ça commence toujours par, on applique la formule des probabilités totales pour calculer P de B, ce qui permet de compléter un petit peu l'arbre de droite, et ensuite on peut en déterminer, ici, la dernière probabilité, P de A sachant B. Alors vous voyez ici, c'est pour ça que je n'avais pas complété la probabilité qui était là, parce qu'en fait, si vous connaissez celle-là, vous connaissez celle-là, si vous connaissez celle-là, vous connaissez celle-là. Ce qui permettrait d'ailleurs de calculer P de B bar, etc. On pourrait compléter tout ce qu'il y a là-dedans finalement. Voilà. J'espère que vous avez compris. Je vous encourage à regarder à nouveau cette vidéo parce que c'est peut-être la plus complexe de toutes. Mais peut-être aussi la plus intéressante. Voilà. Allez, à bientôt.